Patrick Artus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à la banque Natixis et vous publiez ce livre Décapant et si les salariés se révoltaient chez Fayard. Alors Décapant, pourquoi ? Parce que je vais lire la première phrase de la conclusion de votre livre, Patrick Artus. Vous écrivez tout simplement « Marx avait raison », ce qui vous a d'ailleurs valu cet article du journal L'Humanité qui reprend cette phrase et qui dit derrière, qui parle de votre livre en parlant de l'avertissement d'un économiste libéral. Alors Patrick Artus, venons-en à votre diagnostic. Qu'est-ce qui ne tourne plus rond dans le capitalisme moderne ? Les actionnaires sont devenus trop gourmands ? Oui, on peut dire ça comme ça. On parle souvent du partage des revenus, en disant quel est le partage la part du revenu qui va aux salariés, la part du revenu qui va aux actionnaires. Je crois que le plus important, c'est la question qui vraiment me semble centrale, c'est le partage des risques. Dans le capitalisme contemporain, on demande aux salariés de porter une partie croissante des risques de l'entreprise. La précarisation. Donc, la flexibilité, donc c'est plus facile de perdre son emploi, il y a moins de protection de l'emploi, l'ajustement des salaires quand ça va mal. C'est pas forcément une mauvaise idée. Mon point n'est pas de dire que la flexibilité du marché du travail est une mauvaise idée. Si les marchés du travail sont très rigides, les entreprises font faillite dans les récessions et c'est très, très désagréable. Mais si on demande aux salariés de porter une partie des risques, ils doivent être rémunérés pour cela. Ah oui, c'est la théorie économique, c'est que tout risque mérite rémunération. Mais oui, et donc c'est le remède, en fait, c'est un remède d'économie de marché. C'est le capitalisme contemporain qui ne suit plus l'économie de marché. Dans l'économie de marché, je suis rémunéré parce que je prends des risques. Or, quel est aujourd'hui l'idéal du capitalisme plutôt anglo-saxon, c'est que l'actionnaire a une rémunération élevée et non risquée. Donc, il a reporté les risques sur le salarié, mais il a gardé, lui, la rémunération. Et donc, on a un rendement du capital. Le rendement du capital, il est 13, 14, 15%. Il est très, très élevé. Mais en plus, il est régulier dans le temps. Si je vous ai bien compris, Patrick Artus, vous disiez autrefois, le salaire était garanti. Et puis, s'il restait de l'argent, c'était le bénéfice, ça allait aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est presque le dividende qui est garanti. Exactement. Et puis après, s'il reste un peu d'argent, on donne ce qui reste aux salariés. C'est peut-être pas à ce point-là, mais on a inversé mais l'idéal du capitalisme, disons, anglo-saxon financier, c'est 15% de rémunération du capital, quoi qu'il arrive. Et ceci... c'est pas une question de droite, de gauche, de libéral, pas libéral. C'est quelque chose qui est incompatible avec le fonctionnement normal d'une économie. Alors, face à ces exigences, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans votre livre, face à ces exigences des actionnaires, vous dites qu'il y a un autre phénomène qui est à l'œuvre, c'est la précarisation de l'emploi. Alors, vous citez des tas d'exemples comme l'usine Whirlpool, etc. Mais précisément, l'usine Whirlpool, on nous a expliqué dans l'entre-deux-tours de la présidentielle qu'il ne fallait pas s'arc-bouter sur les emplois d'hier, que certes, il y avait des usines et des emplois qui disparaissaient, mais que dans le même temps, alléluia, il y avait d'autres emplois qui apparaissaient ailleurs, et que donc c'était Schumpeter, nous disait-on. Là, le gros souci, c'est que ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'histoire, depuis le début du 19e siècle, en fait, depuis les révolutions industrielles, les emplois qui disparaissent sont de plus mauvaise qualité que les emplois qui se créent. Et c'est ce qu'on appelle la dynamique schumpeterienne, si vous voulez. On était paysans, industrie, cadres, etc. Dans les années 50, là, en France, les paysans deviennent ouvriers de l'industrie avec des salaires beaucoup plus élevés. Ouais. Mais on sait maintenant aujourd'hui qu'au début du 19e siècle en Angleterre, les paysans qui étaient petits artisans dans leurs fermes vont dans les usines. Certes, la vie des usines n'est pas drôle, mais leur revenu est considérablement plus élevé que quand ils étaient paysans et leur productivité plus élevée. Donc le modèle normal du progrès technique, c'est que le progrès technique fait monter la qualité des emplois et fait monter les revenus associés à ces emplois. Et ça n'est plus vrai ? Ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, on a anti-Schumpeter, si on veut dire ça comme ça, ce qui fait qu'on voit bien, d'ailleurs, dans tous les pays, c'est pas spécifique à la France, c'est vrai en Chine aussi, qu'il se détruit des emplois qui sont de meilleure qualité que les emplois qui se créent. En France ou en Europe ou aux États-Unis, les emplois qui se détruisent, c'est beaucoup d'emplois industriels. Et les emplois qui se créent, c'est des emplois dans les services assez basiques. La distribution, la sécurité, le transport, les services à la personne, etc. Donc on a un modèle assez bizarre où le progrès technique diminue la qualité des emplois. C'est-à-dire que le cadre chez General Motors qui est licencié, il va devenir chauffeur Uber ou livreur Deliveroo. Voilà, c'est le modèle. En général, aux États-Unis, on vous dit, oui, j'étais chez General Motors et maintenant je suis chez Starbucks. Je sers le café. Je sers le café chez Starbucks. Ouais. Et ça, c'est la première fois depuis 3 siècles, en fait,
enfin 2 siècles et demi, qu'on a ce modèle où une révolution industrielle qui est Internet. Et la robotisation va accélérer. Oui, la robotisation accélère, parce que la robotisation détruit des... Alors ça, il y a plein de travaux d'ailleurs très précis qui sont faits là-dessus. La robotisation détruit les emplois répétitifs, mais crée du revenu. Et ce revenu, il est dépensé sur des services basiques. Donc vous allez détruire, par exemple, des emplois un peu répétitifs dans l'industrie. De plus en plus haut de gamme maintenant même. Mais répétitifs. C'est la caractéristique des emplois détruits, c'est que c'est des emplois où il y a quand même une répétition de tâches, même si c'est des emplois qui sont assez compliqués. Ça peut être des comptables, etc. Et ça crée des emplois dans les mêmes services basiques. Et ça peut être des emplois à la caisse. Mais justement, le titre de votre livre, et si les salariés se révoltent, il y a des salariés qui se révoltent face à cette double évolution. C'est précisément le conflit chez Carrefour en ce moment, puisqu'on leur a réduit les primes et puis il y a des suppressions d'emplois, notamment à la caisse avec la robotisation. Eh ben, je vous propose, Patrick Artus, d'écouter justement ces salariés de Carrefour en colère. C'est une grosse inquiétude de la part du service caisse, c'est une grosse inquiétude dans les bureaux, c'est une grosse inquiétude dans les services comme nous, les vendeurs. Les actionnaires vont se partager 356 millions, alors que nous, en fait, on va avoir simplement 57 € de participation. Ce qui est inadmissible, en fait. On a l'impression que ces deux témoignages sont l'illustration parfaite de votre livre, non ? Oui, cela étant, quand une entreprise est en difficulté, on peut demander des sacrifices. Vous avez peur qu'on vous traite de marxiste maintenant ? Non, mais non, je pense que le problème, c'est la contrepartie. C'est-à-dire que si une entreprise est en difficulté, il est assez légitime que tout le monde participe à cela, y compris les salariés. Mais il faut après qu'il y ait une contrepartie et il faut que les salariés profitent de la prospérité d'une entreprise. Ouais. Donc si Carrefour, après les réformes et les restructurations qui se met à aller bien, il faut que les salariés voient l'effet de ce que l'entreprise revient. Donc c'est un problème de contrepartie. On ne peut pas demander aux salariés de faire des sacrifices quand leur entreprise est en difficulté et que ce soit les actionnaires qui prennent des résultats quand l'entreprise va mieux. Il n'empêche, je reviens à la thèse de votre livre, vous dites les actionnaires sont gourmands, ils imposent leur choix d'ailleurs aux patrons, les grands patrons sont obligés de verser ces dividendes aux actionnaires, et puis la robotisation, tout ça, la flexibilité avec les lois du travail, fait que le salarié est de plus en plus à risque et de plus en plus... c'est la variable d'ajustement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ? Parce que vous dites, sinon, c'est la révolte. Et d'ailleurs, la révolte, elle a commencé et ça donne quoi ? La révolte, elle a commencé, ça donne Trump, le Brexit, enfin, les partis populistes dans beaucoup de pays européens. C'est pas une révolte dans la rue qu'on voit pour l'instant. C'est en fait tous ces problèmes que rencontrent les salariés. On en a parlé, il y a deux grandes choses. Il y a la gouvernance du capitalisme et les exigences de rendement du capital, et la technologie et la disparition des emplois intermédiaires. Tout ceci s'ajoute, ça fait des salariés extrêmement mécontents. Et après, tous les boucs émissaires sont bons. Donc en Angleterre, le bouc émissaire, c'était l'Europe. Aux États-Unis, le bouc émissaire, c'est la Chine. Le Mexicain, la Chine. Et tout ça aboutit à des partis populistes qui gagnent des élections. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que vous apportez quand même un début de solution face à cette dérive. Je crois d'abord qu'il faut, il faut deux choses. Il faut d'abord que dans les entreprises, on explique aux salariés que quand ça ira mieux, ils en profiteront. Il faut sans doute réfléchir à remettre à jour l'intéressement à la participation, qui est très peu développé dans les PME. Il y a à peu près que 10% des salariés des PME qui ont de la participation de l'intéressement. Et puis, je pense qu'il faut se dire qu'en Europe, on n'a pas forcément envie d'avoir le capitalisme des anglo-saxons. Mais que pour qu'on ait un capitalisme européen différent, il y a le rapport de Jean-Luc Sénard et de Nicole Notat, il y a plein de réflexions là-dessus. Il faut que les Européens soient propriétaires de leurs entreprises. Il faut que l'entreprise soit davantage tournée vers des questions vers le salarié, etc., et moins vers l'actionnaire uniquement. Mais je pense qu'il y a moyen en Europe de faire quelque chose qui soit plus coopératif. Mais à nouveau, ça ne se fera pas si nos entreprises appartiennent à des fonds américains qui vont importer leur capitalisme. Donc il faut développer un capitalisme européen de propriété européenne du capitalisme. Et si les salariés se révoltaient chez Fayard, c'est passionnant. Merci beaucoup. Et décapant. Merci beaucoup, Patrick Artus. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. 2e jour de grève à la SNCF. La concurrence peut-elle améliorer le service ? Qu'est-ce qui va d'ailleurs concrètement changer avec l'arrivée de trains privés en France ? C'est dans l'air est intitulé ce soir. SNCF, à qui profitera la concurrence ?